Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais aborder le cas du petit Yanis, 8 ans, qui a trouvé la mort dans des circonstances effroyables et tragiques le 5 février 2022, et en vérité le 6 février parce que l'accident a eu le 5, mais il est décédé malheureusement dans la nuit qui a suivi, donc à 4 heures du matin le 6 février. Et donc, je voudrais revenir avec vous sur cette affaire qui est actuellement encore est en cours. Il y aurait dû avoir un jugement la semaine précédente, mais il est reporté au 14 décembre. Au 14 décembre aussi, grâce à la combativité des parents, de la famille de Yanis, de l'avocat, qui vont apporter des pièces supplémentaires au dossier. Alors, avant de poursuivre, habituellement, je raconte les détails de l'affaire, mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Je vais vous mettre une vidéo du père qui vous parlera de l'affaire, donc une vidéo que j'ai récupérée pour que vous compreniez bien l'affaire. Et je pense que personne mieux que ce témoignage-là ne pourra raconter cette affaire avec toute son émotion. Je vous l'envoie tout de suite. Le véhicule qui vient de Perpignan en direction de Villeneuve-de-la-Raho, qui s'arrête. Ils sont au niveau du passage piéton. Puis ma femme qui s'engage. Yanis qui les précède. Donc 2 petits pas. Allez, Yanis a 8 ans. Donc ils sont bien engagés sur le passage piéton. Et il y a un véhicule qui vient de droite, conduite par Marie-Christine, qui vient à toute vitesse et qui elle, ne s'arrête pas. Donc on est dans une zone 30, elle est pratiquement au double de la vitesse. Donc elle le tape. Le choc est tellement violent que Yanis s'est projeté en l'air. Ça tape le pare-brise. Et puis, elle le projette 6 mètres plus loin. Elle a encore le temps de freiner. Même si elle tape sur le passage piéton, je veux dire, comme tout être humain, à ce moment-là, on appuie sur la pédale de frein. Et puis non, Marie-Christine décide de s'enfuir. Et pour s'enfuir, elle roule sur Yanis. Donc Yanis est blessé par terre, vivant, mais elle achève tout simplement. Donc elle roule sur lui, elle le traîne sur plus de 22 mètres. Et ensuite, elle roule encore avec la roue arrière. Donc elle ne regarde pas le rétroviseur quand on lui pose la question « Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté pour porter assistance ?» Elle dit « Non, je l'ai vu qui bougeait. » Alors, tout comme moi, vous avez vu cette vidéo. Je veux ici, avant de poursuivre, rendre un hommage très, très, très appuyé au père, à la famille, à la mère, aux sœurs de Yanis, qui ont traversé un moment effroyable. Je suis complètement stupéfait et admiratif, je dois le dire, du père qui, malgré sa douleur immense et incommensurable de la perte d'un être cher, et qui plus est d'un fils, d'un enfant, combat avec énormément de dignité. Il se bat pour son fils, il va sur les plateaux de télévision, il raconte son histoire, il fait tout ce qu'il peut pour que la vérité éclate sur les vraies circonstances de l'accident, et il se bat avec une dignité exemplaire. Moi, quand je vois ça, je suis vraiment bouleversé d'une telle combativité, mais aussi d'une gestion du deuil. Alors, c'est peut-être aussi des fois cette gestion du deuil qui permet de tenir face au deuil, parce qu'on se bat pour son enfant, on se bat pour que la vérité éclate, et ça mobilise beaucoup d'énergie. Et ça permet parfois de faire face justement à un deuil important. Mais je veux encore rendre à Hakim un hommage vibrant ici pour la combativité d'un père et la combativité d'une famille. Donc, comme vous avez pu le voir, il est passé sous les roues de la voiture, sous un rouleau compresseur, et il avait, hélas, très peu de chances de survivre à un accident pareil. C'est parce qu'il a tout simplement été broyé. Il y a toutes les côtes qui cassent, le thorax, il y a les 2 clavicules, il est scalpé, les poumons explosent, les 2 os du fémur complètement coupés, une cicatrice qui part tout le long de la cuisse, et j'en passe. Mais vous l'avez vu, il a été broyé par la voiture. Alors, pour cet accident, le parquet a requis salement pour Marie-Christine, donc l'auteur de l'accident, le parquet a requis simplement 5 ans
d'emprisonnement avec sursis. Donc, l'équivalent d'un trafic de shit. Voilà, j'ai vendu une barrette, j'ai 5 ans. Donc, pour eux, c'est pareil, quoi, hein, quasiment. Donc, évidemment, la peine me semble être très légère par rapport à l'accident. Et c'est aussi pour ça que les parents se battent pour que Marie-Christine, quand bien même ça peut être une dame très gentille et que certainement elle n'a pas fait exprès de tout ce qui s'est passé, il est normal que les parents se battent pour que justice soit faite. Donc Marie-Christine, 57 ans, mère de 2 garçons, gendarme. Alors, je vais revenir un peu dessus après, ça aura peut-être son importance dans l'affaire. Mais mère de deux gendarmes, et donc elle est jugée aujourd'hui pour homicide involontaire. Au niveau de sa défense, au niveau de la défense de Marie-Christine, et je vais revenir, je vais vous citer les points qu'elle dit, et je vais revenir dessus un peu après. Donc elle parle d'une boule de feu soudaine qui est apparue, donc un éblouissement, mais un éblouissement très impactant, très fort. L'impact d'un volatile, donc elle pensait avoir cogné un oiseau, en quelque sorte, et que ses filles ont crié à ce moment-là. Ensuite, elle parle d'une tentative d'accès à un parking, de manière à s'arrêter et revenir sur l'accident, constater ce qui s'est passé et peut-être porter les premiers secours. Elle dit qu'elle s'est arrêtée à 600 mètres après, comme elle n'a pas pu s'arrêter dans le parking, et qu'elle a ensuite appelé les gendarmes. D'accord? Donc voici les points principaux de sa défense. Donc pour revenir dessus, alors elle parle de boule de feu. D'accord? Je vous mets tout de suite la photo du passage piéton. On est en zone 30 et elle roule au double de la vitesse. Elle roule à 60 km/h. Voilà le cas de figure. Mon fils traversait, ici Yanis, sur le passage piéton. On voit très bien, c'est sur ce passage-là qu'il a été tué. Marie-Christine roule à plus de 50 km/h. Elle le tamponne ici. Elle tape Yanis ici. Yanis fait un bond de 6 mètres. Yanis tombe 6 mètres plus loin ici, à ce niveau-là. Au lieu de freiner, Marie-Christine accélère. Sa mère lui crie, lui dit « Mon fils est par terre, freinez !» Et elle le traîne jusqu'ici, sur 22 mètres. 22 mètres plus loin, Yanis sort sous la roue arrière droite. D'accord? Donc vous pouvez l'observer, déjà il y a un dos d'âne. Elle est arrivée sur le passage piéton à une vitesse estimée à 50 voire 60 km/h sur un lieu où c'est limité à 30. D'accord? Les expertises ont confirmé qu'elle était bien à 50 ou 60 km/h. Donc c'est même pas des estimations fantastiques comme ça. De toute manière, ensuite, pour impacter, renverser quelqu'un et le projeter à 6 mètres, vous n'êtes pas à 30, de toute évidence. Donc elle parle de boule de feu. Alors, je me demande quelque chose. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, j'ai l'impression que le soleil lui a fait un Kamehameha. D'accord? Parce qu'elle parle de boule de feu. Tu conduis et d'un coup, boum, enfin un truc de dingue quoi. Il ne s'agit pas d'un éblouissement où vous faites juste ça. C'est une attaque du soleil. Donc quelque part, c'est une élue, c'est-à-dire que le soleil l'a choisi pour lui faire une attaque de boule de feu. Bon, évidemment, c'est sa défense, mais ça me paraît bien léger. D'autant plus que vous avez pu le voir un peu sur la photo, la route, la manière dont elle est faite. Il y a un rond-point et ensuite, c'est quand même un début de ligne droite. Donc, si vous êtes ébloui depuis le début de la route, puisque c'est une ligne droite. Donc, le soleil est à un endroit précis. Et puis, voilà, il est ébloui dès le départ. Il ne va pas éblouir 5 mètres après. D'accord? Alors, il peut y avoir peut-être des arbres qui peuvent cacher naturellement le soleil. En fonction de comment on avance, la lumière apparaît plus ou moins forte. Mais bon, ça, vous le prévoyez dans votre comportement routier. D'accord? Vous ne découvrez pas qu'il y a du soleil. Donc, c'est un avis, encore une fois, qui ne concerne que moi, mais était-elle au téléphone? Peut-être pour ne pas avoir vu que Yanis était là, c'est que n'est peut-être pas les yeux rivés sur la route à ce moment-là. Donc, encore une fois, à l'enquête, naturellement, de le déterminer, mais voilà, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Est-ce qu'il faudrait voir s'il n'y a pas des appels ou des SMS qui concordent par rapport à leur accident pour s'assurer qu'elle avait bien les yeux rivés sur la route et non pas sur son téléphone ou autre. Donc, elle parle de l'impact d'un volatile, d'un oiseau. Alors, il faut savoir qu'un oiseau, ça pèse 3 kg. 2 kg, 3 kg.
allez, 4 ou 5, mais vraiment pour les plus costauds de l'espèce, quoi. On est sur les gladiateurs pigeons, quoi, d'accord, pour faire 5 kilos. Donc on est sur un, un volatile qui doit peser 3 kilos, d'accord? Sauf qu'un enfant de 25 ans, de 8 ans, excusez-moi, un enfant de 8 ans, il fait entre 25 voire 30 kilos. Donc déjà, l'impact n'est pas le même. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte, si vous tapez un oiseau de 3 kilos, et si vous tapez quelqu'un de 25 kilos. D'accord? Elle a dit ensuite que les filles avaient crié, ce qui est normal. Mais pourquoi ont-elles crié? Est-ce qu'elles n'ont pas crié parce que elles ont vu Yanis? Parce que peut-être qu'elles regardaient la route. Et qu'elles ont crié parce que elles ont tout de suite compris ce qui s'était passé. Je dis peut-être. Ça peut aussi être dû au fait que, bien sûr, en tapant un passage piéton qui est un peu surélevé en mode dodan, la voiture fait un petit décollage, de toute évidence. Et c'est même peut-être ce décollage-là qui, par la suite, a fait que la voiture a pu rouler malheureusement sur Yanis. Parce que de là à cette vitesse-là, il y a un petit décollage de la voiture. Alors, je ne vous parle pas d'un grand saut, mais la voiture, elle reste pas toute droite, quoi. Elle rebondit, et ainsi de suite. Ça favorise donc le fait que s'il y a quelqu'un qui est par terre devant vous, ben, vous le passez dessus dans des conditions terribles. Donc, comme on l'a dit, Yanis, a été traîné sur 22 mètres. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Il est entré par une roue et ressorti par l'autre. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, quelle a été vraiment la responsabilité, encore une fois, de Marie-Christine là-dessus? Donc, elle a parlé ensuite d'une tentative d'arrêt à un parking et qu'elle se serait fait klaxonner. Et comme elle s'est fait klaxonner, elle est partie. Non mais, klaxon ou pas klaxon, je m'excuse. Tu viens de renverser un enfant, tu t'en fous du son de klaxon ou pas. Parce qu'à l'entendre, c'est comme si elle est tellement honnête qu'elle se serait arrêtée, elle serait même partie payer le rodateur, ensuite revenir sur l'accident. Quand tu klaxonnes ou pas, déjà tu t'arrêtes instantanément, mais tu t'arrêtes pas 600 mètres après. 600 mètres, c'est le tour complet d'un stade de foot, plus encore une fois et demie ou un truc comme ça. D'accord? 600 mètres, c'est énorme. C'est énorme. D'autant plus qu'il y a le rétroviseur, vous voyez quand même ce qu'il se passe. Il a été dit, et c'est ce qu'elle a dit dans un premier temps, parce qu'il faut savoir c'est ce que aussi la partie civile lui reproche, hein, ce sont des changements de version. D'accord? Dans un premier temps, elle a dit qu'elle avait renversé un garçon, qu'elle a reconnu. Ensuite, par la suite, elle a dit qu'elle ne l'a pas renversé, qu'elle ne savait pas ce qu'elle a touché. Elle a dit que elle a vu le garçon dans le rétroviseur bouger. Et donc, comme elle a vu le garçon bouger, elle s'est dit, comme il bouge, mais tout va bien. C'est peut-être pas grave. Mais elle continue sa route comme si de rien n'était. Elle regarde par le rétroviseur, et quand elle regarde par le rétroviseur, elle dit qu'elle voit quelqu'un qui bougeait. Donc elle estime qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter pour porter secours, et elle s'enfuit. Mais comment peut-elle penser ainsi? Vous savez que même si vous tirez une balle dans la tête d'une personne, il bouge encore, alors qu'il est déjà mort. Le corps a des réflexes, vous coupez la tête d'un poulet, il court. Vous coupez, c'est pas parce que la personne bouge que ça veut dire que tout va bien. Donc en gros, comme j'ai écrasé quelqu'un, mais comme il bouge, ok, je peux continuer ma route, on va s'occuper de lui, bonne soirée, merci à tous. Cela me semble bien entendu invraisemblable. Donc elle aurait dû s'arrêter immédiatement si elle a reconnu ça. Parce que l'autre élément qu'elle dit, c'est que, donc pour sa défense naturellement, qu'elle a appelé la gendarmerie. Mais en réalité, elle n'a pas appelé la gendarmerie. Elle a appelé son fils qui est gendarme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et son fils serait venu sur les lieux de l'accident avant même les gendarmes. Donc si ça se trouve, elle n'a même pas appelé les gendarmes. C'est peut-être son fils qui a appelé les gendarmes, ou c'est peut-être c'est certainement les gens qui étaient là, plus les pompiers. Donc en réalité, elle n'a appelé personne. Elle a juste appelé son fils en disant, voilà, je pense que là c'est chaud, et là il faut venir parce que là c'est chaud, quoi. Mais techniquement, elle n'a probablement pas appelé ni les secours, ni les gendarmes. Donc c'est qui est un élément assez grave. Et c'est ce qui permet aussi que, excusez-moi, c'est ce qui permet aussi que derrière, elle a la capacité, ils ont la capacité de revoir un peu ce qui s'est passé et de dire voilà, change de version parce que là c'est compliqué. Naturellement, la partie civile de son côté souligne les zones d'ombre. D'accord? Le fait effectivement que son fils était sur les lieux tout de suite,
le fait qu'elle n'a même pas fait de garde à vue. Elle a été reçue 1 heure, elle a raconté ce qui s'est passé, et puis elle a été libérée. Mais si c'est vous et moi qui nous retrouvons dans cette situation, alors, s'il y a un accident, c'est une chose, mais quand il y a une suspicion de délit de fuite derrière et de non-assistance à personne en danger. Parce que même l'un va avec l'autre, parce que délit de fuite, ça veut dire que tu sais ce qui se passe et qu'en plus tu t'enfuis parce que tu portes même pas secours. Donc, dès l'instant où il y a quand même une suspicion de ces éléments-là, je pense qu'on prolonge la garde à vue et on essaie de comprendre vraiment ce qui s'est passé. D'accord? Il y a quand même un mort, un enfant. Ça me paraît difficile de rentrer chez soi tranquillement. Je pense que moi, il m'arrive quelque chose comme ça, je passe un sale quart d'heure. D'accord? Et je pense pas que je ressors. Il vous arrive quelque chose comme ça, je pense que vous ressortez pas tout de suite. D'accord? Donc, ce qui est embêtant, c'est le fait de peut-être bénéficier d'un traitement un peu différent dû à son statut, ou du moins dû au statut de ces enfants qui, de par leur poste, de par leur connaissance, de par, j'imagine, une protection du corps des gendarmes, voilà, ils se protègent peut-être aussi entre eux, ce qui est tout à fait louable, hein. Chaque caste va protéger les siens, je peux le comprendre. Mais bon, dans un cas comme ça, quand même, on doit quand même la justice et la vérité à la famille qui, elle, n'a rien demandé. Ce qui est aussi embêtant, et ce qu'a souligné la partie civile, c'est le fait qu'il y a eu une reconstitution sur les lieux. C'est ce qui a permis de constater, effectivement, via un spécialiste, la vitesse dite du véhicule, ainsi de suite. Mais ils ont programmé le jour de la reconstitution, le jour où la famille enterrait l'enfant. Ça me paraît un peu fou. C'est-à-dire que vous faites une reconstitution, mais sans l'acteur principal, donc la mère, qui aurait pu donner des détails qui étaient vraiment à première vue et dire exactement ce qui s'est passé, aurait même peut-être pu voir l'intérieur de l'habitacle, voir les réactions des gens, ainsi de suite. Donc vous faites une reconstitution sans l'acteur principal. D'accord? C'est comme si vous faites un film sur Superman sans Superman. Bon, vous faites un film sur les Avengers sans les Avengers. C'est pas possible. Donc vous ne faites pas une reconstitution sans la présence de la mère, qui est le principal témoin et qui va apporter des éléments clés sur ce qui s'est passé. Je ne pense pas que ça allait changer leur vie de décaler légèrement la reconstitution, de dire voilà, on l'a fait le lendemain, même par respect pour le deuil de la famille déjà. Par respect pour le deuil de la famille. Vous ne faites pas leur reconstitution le jour où ils enterrent leur enfant. Laissez-leur un peu de répit, laissez-leur un peu d'amour, un peu de moments j'allais dire de repentance pour qu'ils puissent voilà, respirer un peu, dédier ce jour-là à leur enfant. Mais est-ce que justement ce n'était pas volontaire pour qu'elle ne soit pas là? Voilà la vraie question. Je ne pense pas que la date était simplement le fruit du hasard. S'ils n'ont pas voulu décaler la date, c'est bien parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle puisse confirmer un ensemble d'éléments. Entre nous, soyons sérieux. Personne ne fait ça. Là où la famille s'est bien battue et qu'elle a obtenu des choses intéressantes, c'est qu'elle a réussi donc, à décaler le procès au 14 décembre. Et grâce à une expertise supplémentaire, ils appellent ça, donc je vais le lire parce que je ne l'ai pas retenu, ça s'appelle une expertise anatomopathologique. D'accord? Et en fait, elle permet de savoir exactement de quoi est décédé l'enfant. Et quand on dit de quoi est décédé l'enfant, ça veut dire est-ce que l'enfant est décédé au premier impact, ou alors il est décédé après que la voiture a roulé sur Yanis. D'accord? Et au niveau de la défense, ça peut changer les choses. Parce que si on dit que dès le premier impact, il était déjà foutu, il était déjà mort quelque part, ça allait permettre de dire que le fait qu'après il ait roulé sur Yanis, bon, c'est pas très important puisque de toutes les manières il était mort. Alors que, si on est capable de dire que le premier impact, certes très violent, l'enfant aurait été très blessé, mais aurait peut-être survécu si derrière, la voiture n'avait pas roulé dessus. Donc si on est capable de prouver que il est mort au moment où Marie-Christine lui roule dessus, et ne s'arrête pas, sans même ralentir, donc à pleine vitesse, à vitesse constante. À ce moment-là, ça change le cours de l'histoire, quelque part. Donc, ça veut dire que là, le fait de ne pas s'arrêter a entraîné des conséquences terribles qui ont
fait que l'enfant est mort parce qu'elle leur a roulé dessus. Et donc là, c'est presque un meurtre, quelque part. Hein. Disons les mots, n'ayons pas peur. Encore une fois, involontaire si on veut, ainsi de suite. Mais après, il faut m'expliquer, même sous la panique, que tu rentres dans un enfant, tu le vois partir. Parce qu'encore une fois, projeté à 6 mètres, 6 mètres, c'est pas mal. Hein. Vous voyez quand même ce qui se passe à 6 mètres. Et ne pas s'arrêter, il y a, faut m'excuser, quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que quand vous avez des enfants avec vous dans la voiture, vous savez ce que c'est que d'avoir des enfants, des petits-enfants, vous savez que vous avez percuté un enfant, en tant que mère, vous vous arrêtez. Alors de quoi est-ce qu'elle a eu peur? Elle a eu peur de se faire lyncher, elle a eu peur de quoi? Encore une fois, tu t'arrêtes. Donc effectivement, le fait, et c'est vraiment très, très important cet élément-là, que la famille va pouvoir apporter au niveau de l'expertise, c'est de prouver que Yanis est décédé parce que après on lui a roulé dessus. Parce que la longue liste des blessures qu'il a eues, c'est abominable. Enfin, tout était cassé, des ouvertures, un scalpé, tous les poumons, les côtes, il n'y a plus rien qui fonctionnait, quoi. Et ça, bien sûr qu'une partie a été faite au premier impact, naturellement. Mais on n'imagine pas le degré des dégâts sur un corps humain d'un enfant, en plus de 8 ans, traîné sous une voiture sur 22 mètres. Donc là, c'est un élément déterminant. Donc bien sûr, on va suivre la suite de tout ça. Je vous tiendrai bien sûr au courant, hein, comptez sur moi là-dessus. Dites-moi si vous avez en commentaire naturellement d'autres idées, peut-être d'autres pistes de réflexion. Dites-moi si pour vous aussi vous pensez que la mère est innocente. Mais je crois qu'elle doit quand même payer quelque chose. Parce qu'il est dit que pour un homicide involontaire dans l'action de la route, c'est 5 ans avec sursis. D'accord? On est presque là dans le minimum. Tandis que si vous faites un homicide involontaire et que à cet homicide vienne se rajouter un délit de fuite et non-assistance à la personne en danger, on passe sur 10 ans. Donc là, c'est plus du tout la même peine, c'est plus tout le même jeu. Donc, le jeu de l'avocat de Marie-Christine, ça va être tout simplement de proposer que non, elle n'était pas au courant, enfin, pas qu'elle n'était pas au courant, mais voilà, c'est un accident, elle l'a pas vu, elle est désolée, ainsi de suite. Tandis que la partie civile va devoir prouver que elle a bien vu l'enfant et que son comportement est un comportement tout simplement criminel. Et j'en avais parlé dans la vidéo avec Justine, quand je parlais de Lucas, et j'avais dit que la vie des fois peut être terrible, vous allez vous retrouver à faire des choses parce que vous vous mettez dans une situation terrible. D'accord? Je suis convaincu que cette dame-là, c'est pas l'assassin, ça doit être certainement une maman comme tout le monde, mais qui, à ce moment-là, alors peut-être de la panique, peut-être de la crainte, peut-être de la peur, mais qui a eu un comportement animal de s'enfuir. Quand vous venez d'écraser quelqu'un, on est sur un comportement animal. Puissiez-vous m'en excuser, mais voyons les choses comme elles sont. Imaginez-vous un seul instant. Imaginez-vous un seul instant que cet enfant, c'est le vôtre. D'accord? Projetez-vous dans cette scène horrible et dites-vous, si c'est mon enfant et que la personne s'en va, qu'est-ce que je fais? Donc, quand des fois, on ne comprend pas une situation, il faut juste se projeter à la place des victimes, voir ce qu'elles ont vu, pour comprendre ce qu'elles ont ressenti. Et quand vous vous mettez à la place de la victime, quand vous vous mettez à la place de la mère qui assistait à ça, vous comprenez que vous ne pourrez pas dormir tant que cette dame-là n'est pas reconnue coupable. C'est aussi une thérapie d'aller jusqu'au bout, de reconnaître qu'il y a un coupable et pas que votre enfant est juste mort, c'est juste le destin. Voilà. Juste le destin. Écoutez, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Moi, je reviens vers vous dès que j'ai plus d'éléments sur cette tragique affaire. Et en espérant vraiment, pour moi, qu'il y a un dénouement favorable. J'ai rien contre Marie-Christine, moi je la connais pas, c'était certainement une mère exemplaire, mais qui malheureusement, à un moment donné, a eu un comportement criminel, et il est normal qu'elle paye le prix de ce comportement. D'accord? Paix à la famille de Yanis, belle combativité du père, encore une fois admirable de tout le combat qu'il mène avec sa famille.
On se tient au courant de l'affaire. Je reviens vers vous dès qu'il y a plus d'éléments. Au revoir.